On arrive maintenant à la partie 3, où on va regarder l'implication des groupes sur les équations en arithmétique et inversement. D'abord, bon, un truc, ça a sa place ici dans la leçon, la classification des sous-groupes finis de SO3. Oui, la classification des groupes finis se fait grâce à une équation diophantienne. Alors là, ce n'est pas le groupe qui vient aider à l'équation, c'est plutôt l'inverse, parce que l'équation, elle n'est pas difficile en soi, c'est un espèce de cas par cas, mais c'est intéressant quand même de le mentionner. Alors, vous allez trouver ça dans le chapitre 9 de H2G2, le tome 2 de 2015. Voilà. Alors, regardez comment ça se passe. Hein. Vous prenez un groupe fini, G, qui est un sous-groupe de SO3, et étant donné que c'est un sous-groupe de SO3, il est constitué de rotations, et donc chaque rotation, qui n'est pas l'identité, possède ce qu'on appelle deux pôles. Qu'est-ce que j'appelle les pôles? Si G n'est pas l'identité, c'est juste un élément invariant par petit g, et qui soit de norme 1. Donc effectivement, en fait, on est en train de regarder l'axe de la rotation, et on prend les deux éléments de norme 1 de l'axe de la rotation, petit g, d'accord, qui a bien un axe unique, puisque g, ce n'est pas l'identité. Donc, c'est facile de voir que g, donc ça c'est évidemment un ensemble fini, g agit sur xg, bah oui, parce que si vous faites g et vous appelez P indice h le pôle de h, où h c'est justement, vous supposez que petit h ce n'est pas l'identité, vous appelez P indice h, et bien P indice h, plus ou moins, je mets plus ou moins parce qu'il y en a deux, tout simplement, je ne dis pas qui est le plus, qui est le moins, mais l'image par G d'un pôle de H, c'est un pôle de GH, G-1. C'est le principe, encore une fois, de conjugaison. Alors, on va regarder cette action, et d'abord, qu'est-ce qu'elle dit, la formule de Burnside? Si grand N, c'est l'ordre de G, et petit r, le cardinal de xg sur g, c'est-à-dire le nombre d'orbites qu'on a, alors on sait que par la formule de Burnside, n fois r, c'est le cardinal de xg plus 2 facteurs de n-1. Pourquoi? Parce que n fois r, c'est la somme des invariants pour chaque petit g dans grand G. Ça, c'est la formule de Burnside. Les invariants, pour petit g égale l'identité, tout le monde est invariant, tous les éléments de g sont invariants. Et puis pour les autres, donc il y en a n-1, grand n-1, il y a deux invariants, c'est les deux pôles. Voilà, donc ça, cette formule est très simple à partir du moment où vous connaissez la formule de Burnside. Maintenant, une autre façon de voir les choses, c'est que le cardinal de g, c'est la formule des classes, c'est que le cardinal de xg est égal à la somme de cardinal de g quotienté par le cardinal du stabilisateur. Et je vais appeler NI tous les cardinaux des stabilisateurs de chaque orbite de 1 à R. Donc maintenant, j'ai cette égalité que je vais associer à cette égalité-là. Donc ici, ça, c'est égal à NR moins 2 facteurs de n-1. Maintenant, j'obtiens du coup une égalité que je divise par n, et donc ça fait, donc ce R devient une somme de 1 pour i égale 1 à R, et donc ici, on va avoir somme de i égale 1 à R de 1 moins 1 sur ni est égal à 2, c'est ce qui va rester quand je divise par grand N, moins 1 sur n, donc 2 moins 2 sur n ici. Voilà. Et ça me fait une équation diophantienne qui est intéressante, et dont les solutions, je vous les donne. Bon, c'est un cas par cas, hein. L'équation en soi, elle n'est pas super intéressante. Mais ça donne quand même toute la classification des sous-groupes finis. En fait, ce que je vais appeler grand N, et puis tous les cardinaux des stabilisateurs
avec R donné, hein, et ben, c'est ce qu'on va appeler la signature du groupe. Et N1, N1 pour R égale 2, c'est N, 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 N1, N2, N3, s'il y a 3 orbites, ça peut être 2N, 2, 2, N, 12, 2, 3, 3. Donc ça veut dire qu'ici, on a, par exemple ici, on va prendre lui, bah, ça veut dire qu'on a un groupe d'ordre 12, un sous-groupe de SO3, qui est d'ordre 12. Après, il faut montrer son existence, hein. On n'a pas montré son existence, mais bon, après, il suffit d'exhiber ce qu'il faut, et puis voilà. Ici, on a 2, donc une orbite de stabilisateur 2, une orbite de stabilisateur d'ordre 3, et une autre deuxième orbite de stabilisateur d'ordre 3. Voilà. Et bien, ça correspond à quoi? Ben, en gros, ça va correspondre ici, le 2 ici, donc ça va correspondre au groupe du tétraèdre, d'accord? Donc le 2, ça veut dire que on va prendre une orbite ici, l'orbite où les pôles sont des milieux de médiane où les pôles sont les milieux des arêtes du tétraèdre, d'accord? Donc effectivement, vous allez avoir que 2 éléments qui peuvent permuter tout ça. Et puis, si vous prenez par contre comme pôle ici, et bien là, vous allez avoir 3 éléments qui vont permuter. Et si vous prenez ici les milieux de face, vous allez avoir aussi 3 éléments. D'accord? Donc, ici, vous allez avoir le 2, 3, 3, 12. Et d'ailleurs, vous voyez que quand vous allez regarder le cardinal de XG, qu'est-ce que c'est que le cardinal de XG? Eh bien, ici, c'est égal à somme de grand N sur NI. Donc, vous faites 12 sur 2, ça fait 6. 12 sur 3, ça fait 4. Donc, ça fait 6 plus 4 plus 4, ça fait 14. À quoi correspond ce 14? Eh bien, ça correspond aux 6 milieux d'arête, plus 4 sommets, plus 4 milieux de face. Donc, ça fait les 14. C'est exactement ça, hein, tel ça correspond. Voilà. Après, bien sûr, hein, je n'ai pas dit qu'on avait construit les groupes. Ça on est par condition nécessaire. Hein, on n'est pas encore par condition suffisante. Donc ici, on a le groupe cyclique, groupe diédral, groupe du tétraèdre, groupe du cube et groupe de l'icosaèdre. Voilà, avec une équation différentielle. Alors, tant qu'on y est dans l'équation classe, on a le lemme de Cauchy, mais cette fois-ci, c'est une équation différentielle apportée par les groupes. C'est-à-dire qu'on veut savoir quels sont les éléments d'ordre petit p dans un groupe fini, tel que p premier divise l'ordre du groupe. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'il y a? Si on résout l'équation, c'est une équation en arithmétique, c'est ça que je veux dire, hein, c'est pas vraiment une équation différentielle, mais une équation en arithmétique, c'est xp égale e, et soit x égale e, bon, voilà, il est d'ordre 1, soit xp égale e et x différent de e, et dans ce cas-là, il est d'ordre p, puisque p est premier et par Lagrange. Et bien, il se trouve qu'on a une existence des solutions grâce à la théorie des groupes elle-même, qui s'applique au groupe, évidemment. C'est le serpent qui se mord la queue. Donc P, lui, il divise ce truc-là. Alors, le cardinal, pardon, de l'ensemble des solutions de cette équation-là. Bon, alors ça, c'est un truc très classique, où je le fais très rapidement, mais vous le voyez, il est dans le Francino Gianella, je sais, hein, après il est certainement dans plein d'autres trucs. Grand X, il est égal à, on pose grand X égale l'ensemble des PU-plets d'éléments de G, tels que X1, alors attention c'est non commutatif, donc X1 jusqu'à XP égale E. Donc vous voyez que si X1 jusqu'à XP égale E, en multipliant par X1 moins 1 à gauche et X1 à droite, vous avez x2 jusqu'à xp, x1 est égal à E aussi. Ce qui veut dire en gros que cycliquement, hein, vous obtenez à partir d'une solution une autre solution de façon cyclique. Voilà. D'accord? Donc après, vous continuez. Ça veut dire que z sur pz agit sur x par permutation circulaire.
Voilà. Et maintenant, bah, on a deux choses sur cette action. D'abord, sur l'ensemble de l'action grand X, bah, il est en bijection avec G puissance P-1, puisqu'il suffit de se donner les P-1 premiers éléments de G pour obtenir un unique XP qui va faire en sorte que le PUP va vérifier l'équation. Voilà une première chose. Donc c'est facile d'obtenir ça. Et d'autre part, le fait que si X est dans G, le fait que XP soit égal à E, de vérifier cette équation, ça revient à dire que XP fois, comme ça, appartient à grand X. D'accord? Puisque, voilà, XP égale E, il y en a P ici. Et dans ce cas-là, il va appartenir à X, mais invariant par Z sur PZ. Parce qu'effectivement, quand vous allez faire agir Z sur PZ cycliquement, vous allez toujours obtenir le même PUP. Et inversement, si lui, il appartient à XZ sur PZ, ben ça veut dire déjà qu'il appartient à X, donc que XP est égal à E. Donc maintenant, en écrivant l'équation en classe, ça fait que le cardinal de X, donc G puissance P-1, est égal à, alors on a deux types d'orbites, on va avoir les orbites de stabilisateur de cardinal 1, de stabilisateur singleton. Donc si le stabilisateur est singleton, ça veut dire que l'orbite est de taille P sur 1, d'après la formule. Donc ça veut dire que toutes ces orbites qu'on va avoir là, d'accord, vont être 2 cardinales divisibles par P, d'accord, ça va être 2 cardinales P. Donc toute cette partie-là va être 2 cardinales divisibles par P. Donc ici, on a ça, et ici, on a des cardinaux ici. Et on va avoir, il nous reste les orbites singleton, c'est-à-dire dont le stabilisateur est de cardinal P. Comme ça, elles seront de cardinal P sur P, donc 1. Et ici, ça nous fait exactement les orbites ici, on appelle invariantes par Z sur PZ. Donc maintenant, comme P divise le cardinal de G, P divise le membre de gauche, P évidemment divise chaque cardinal d'orbite puisque c'est égal à P ici, et donc P divise ceci. Voilà. Et en particulier, eh ben, il existe un élément non trivial, puisque on sait qu'il y a au moins E là-dedans, il y a au moins 1, donc c'est pas 0. Donc P, ça c'est le cardinal, au moins P est donc non trivial. Voilà, le lemme de Cauchy, vite fait, lié aux équations en arithmétique. Toujours dans le cas de groupé arithmétique, ça c'est quand même vraiment joli, c'est qu'on a une structure de groupe sur une conique. Et même, donc ici les coniques, c'est dans le plan des courbes de degré 2, même sur les courbes elliptiques, en fait, la vraie structure, disons ça c'est une structure dégénérée qu'on a, mais la vraie structure elle est sur des courbes de degré 3. Mais déjà la structure de groupe sur une conique, on regarde une conique sur un corps quelconque, hein, ça peut être Q, donc vraiment ça rentre dans l'arithmétique et les équations diophantiennes. Donc vous pouvez le voir dans le chapitre 8 de Histoire et Denise de groupe et des géométries, le tome 2 de 2015. C'est tout simple, hein, vous prenez un point E, qui est un point finalement que vous pouvez choisir quelconque, et puis maintenant vous prenez deux points de la conique, d'accord, et vous tracez la droite AB, hein, si les deux points c'est AB, et vous prenez la parallèle à AB passant par E, elle croise forcément la conique qui est de degré 2 en un point, et ça va être A étoile B, et vous avez une structure étoile de groupe sur la conique. Alors c'est vraiment intéressant. Par exemple, le cercle, qu'est-ce que ça donne sur le cercle? Ben, ça donne que ici, vous prenez un point A, un point B. Ici, imaginons que le point E soit le point 1, 0 du cercle trigonométrique. Vous prenez A et B. Et ben là, vous tirez la droite AB, vous tirez la droite E passant par E et parallèle à AB. Et en fait, si ici vous avez l'angle alpha, ici vous avez l'angle bêta, et bien ici vous avez l'angle pour A étoile B, c'est repéré par l'angle
alpha plus bêta. Donc on voit bien que c'est une addition ici et qu'on va avoir l'associativité. En fait, le plus difficile, c'est pas d'avoir l'élément neutre, parce que l'élément neutre, ça va être E, ça va pas être l'élément symétrique, ça c'est pas difficile, mais ça va être l'associativité qui est équivalent au théorème de l'hexagramme de Pascal. Voilà, ça vous pouvez le voir là-dedans, et ça peut nous servir. Par exemple, donc, j'arrive tout de suite à l'équation de Pell-Fermat, qui est une équation de la forme x2 moins dxy2 égale 1, qui est une équation de la forme x2 moins dy2 égale 1. Ben, ça veut dire quoi? Ça, si prenons d égale 2, alors attention, on regarde x et y dans z, hein, eh bien, alors là, j'avais dit sur un corps, mais en fait, ça va passer à cause de choses qui sont unitaires. En fait, ces problèmes-là sont juste des problèmes de relation coefficient-racine, et ça va rester dans Z, en fait. Donc, on va encore avoir une structure de conique sur Z. Ici, vous avez, pour D égale 2, donc vous avez une hyperbole, donc une conique. Donc il y a cette tête-là, si on regarde juste la partie positive, hein, il y a aussi une partie négative, mais bon, elle est symétrique, ça va. Et ici, vous avez le point, évidemment, 1, 0, hein, qui est là, qu'on va prendre pour le point E. Hein. Et puis ensuite, vous avez votre premier point, 3, 2. Ici, 3 au carré, ça fait 9, moins 2 fois 2 au carré, ça fait 8, 9 moins 2, moins 8, ça fait 1. Donc ici, vous avez le point 3, 2. Et on va faire A étoile A, donc A au carré. Comment on fait? Au lieu de faire la droite AB, bien sûr, quand B égale A, évidemment, ce qu'il faut prendre, c'est la tangente en A, d'accord, au lieu de la droite AB. Hein, vous vous en doutez, par continuité, en quelque sorte, ça va donner la tangente. Et vous regardez la droite passant par E parallèle à cette tangente, vous tracez ça, et vous avez votre point A au carré, et vous trouvez, avec du calcul, 17, 12. Hein, et ça va vous donner une solution. Alors, est-ce qu'on a toutes les solutions comme ça? Oui, on a un théorème, justement, qui nous dit que on obtient ici un groupe, si on regarde juste les points ici, donc l'opposé de A, il va se retrouver là, hein, puisque là, je vais prendre la tangente en E, ici, et je vais obtenir ici le point à l'opposé, donc ça va être 3 moins 2, évidemment. Donc je regarde juste cette partie positive, et ça va nous donner un groupe, le groupe des points entiers ici de cette branche d'hyperbole, qui va être isomorphe à Z. Alors bien sûr, il pourrait être trivial, mais il se trouve que là, il est isomorphe à Z. Alors vous pouvez voir des petits calculs sur le carnet de voyage en algébrie 4.2.31. Là, c'est le problème des canards, j'aime bien. C'est un problème où on a des canards qui sont en triangle, et puis il y a un chasseur qui tire au milieu des canards, et ça se divise en 2 triangles égaux, et il faut trouver le nombre de canards qu'on a. Donc c'est un problème qui retombe à une équation de type Pell-Fermat, et bon, il fait un développement tout à fait joli, tout à fait acceptable, et pas trop difficile. Bon, il n'utilise pas la structure de groupe sur une conique, mais il utilise ce genre d'équation de Pell-Fermat. Voilà. Alors, donc, on a un théorème qui nous dit que effectivement, on a un générateur ici, ça va être isomorphe à Z, avec pour générateur soit A, soit moins A. On a toujours 2 générateurs pour Z, hein, et donc là c'est 3, 2. Mais on a une variante, si on n'a pas envie de regarder ça directement sur la courbe, on a une variante avec les fractions continues. L'idée c'est la suivante, c'est que si vous regardez cette équation, si vous divisez par y2, ça fait x sur y au carré est égal à d plus 1 sur y2. Donc si vous voulez, à partir du moment où y est assez grand, vous voyez que x sur y va être une approximation de racine de d. Plus ou moins racine de d, mais prenons une approximation de racine de d. Bon, et quelles sont les approximations de racine de d? Ici, on va toujours prendre d égale 2. Racine de 2, les approximations sont données par les meilleures approximations possibles, les plus fines, sont données par les fractions continues. Ici, racine de 2
faites-le, vous regardez la partie entière, ça fait 1, plus 1 sur, faites racine de 2 moins 1 et l'inverse, et vous voyez que quand vous prenez l'inverse de racine de 2 moins 1, ça fait racine de 2 plus 1. Donc il va y avoir maintenant une périodicité, et là, vous allez avoir 2 plus 1 sur 2 plus 1 sur 2 plus 1 sur 2. À chaque fois que vous prenez votre nombre, vous faites le nombre moins la partie entière, et vous faites l'inverse. Ensuite, vous prenez la partie entière, vous faites la différence, vous faites l'inverse, etc. Et à chaque fois, ça va vous donner 2. Il y a un théorème, entre parenthèses, de Lagrange, le théorème de Lagrange, qui dit que un nombre a une fraction continue périodique si et seulement si il est quadratique. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que ça nous donne? Les meilleures approximations possibles, ça va être des approximations qui viennent de là. Donc ici, vous avez la première approximation, 1 plus 1 demi, qui fait 3 demi. Ça va nous donner, évidemment, notre point 3,2 qui va être le générateur. Après, lui, il faut bien voir que 5 tiers va nous donner une approximation, mais cette fois-ci, une approximation par défaut. Au lieu de nous donner 1, il va nous donner moins 1. Ah oui, il y avait celui-là aussi. Hein. Quand on dit approximer, c'était plus ou moins 1. Donc 5 tiers, il n'est pas bon. Ça, c'est la théorie des fractions continues qui fait qu'on a toujours une approximation par excès, une approximation par défaut, et une approximation, mais toujours de très bonnes approximations, les meilleures possibles. Et donc, c'est le prochain qui va être une approximation par excès qui va nous donner 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 2 plus 1 sur 2. Et là, je m'arrête là. Et donc, ici, ça va nous faire, vous calculez, 17 douzièmes, et ça nous fait ce point A au carré, etc. Vous pouvez voir la suite. Oui, alors tant qu'on y est des choses importantes sur l'équation de Pell-Fermat, il faut bien voir que si vous écrivez U et V entier, U plus V racine de D, donc qui est dans l'anneau Z de racine de D, eh bien, vous avez une norme, N de U plus V racine de D, qui est égale à U2 moins dV2, voilà. Et cette norme est multiplicative. Donc n de AB est égal à n de A fois n de B. Donc c'est ça qui est important et qui est très utile dans les équations si vous voulez travailler sur une équation de type ceci égale C. D'accord? Voilà. Et ce que vous avez, c'est que n de U, là-dedans, si vous prenez un élément ici, sa norme est égale à plus ou moins 1. Sa norme est un coefficient dans Z. Attention, et c'est égal à plus ou moins 1 si et seulement si U est inversible. Voilà. Alors ça, c'est des choses assez classiques, et d'ailleurs qu'on voit dans le petit exercice qu'on fait sur les canards dans CVA. Alors, tant qu'on est dans la structure de groupe sur une conique, alors ce que je vous dis, c'est que, en fait, cette structure de groupe n'est rien d'autre, finalement, quand on regarde l'équation de Pell-Fermat, que de l'algorithme de fraction continue. Ça peut être aussi, on peut le voir aussi par une action d'homographie. Hein, vous pouvez le voir sur des vidéos que j'ai faites sur l'équation de Pell-Fermat et sur la bataille de Hastings, entre parenthèses. Pour revenir, donc finalement, la structure de groupe et cette histoire-là, c'est exactement la même chose. Là, on le voit un petit peu sur le calcul. Oui, pour terminer, les structures de groupe sont très efficaces sur les courbes elliptiques, c'est-à-dire on va dire des courbes de degré 3. Et en fait, le codage, et ça peut être dit, mais c'est purement culturel dans la leçon équation en arithmétique, c'est que on peut prendre pour coder un message, le voir comme un point d'une courbe elliptique, prendre un élément n qui va être fixé et faire p puissance n. Dès que vous avez un mot, vous regardez le mot à la puissance n. Ça va être codé. Et donc pour décoder, il va falloir trouver la racine énième, finalement. C'est ce qu'on appelle le problème du logarithme discret. Et ça, c'est difficile. Donc évidemment, puisque c'est facile à coder et difficile à décoder, ça fait des bons codages. Voilà l'histoire de ces codes en courbe elliptique liés à des équations en arithmétique.
Évidemment, ça, on est encore dans le domaine du culturel et on ne va pas faire des calculs et prouver des théorèmes, des développements là-dessus. Je ne vois pas tellement ce qu'on pourrait faire. Mais en revanche, un petit théorème sur la structure de groupe sur les coniques qu'on trouve là ici, ou de CVA avec le problème des canards lié à l'équation de Pell-Fermat, ça peut faire des développements sympathiques dans cette leçon.